Bonjour tout le monde. Vous allez commencer par l'accent, disons, le plus étrange. Et ça deviendrait de mieux en mieux dans la matinée, mais sauf on va terminer par Olivier qui est breton, donc à la limite. Je suis sûr que l'Allemande m'a dit au début que ça va être facile, une petite salle, 10 personnes, vous allez présenter comme ça en français, pas de problème, t'en fais pas. Donc je suis devant 200, machin. C'est quoi l'expression en français avant de présenter pour les dire bonne chance à quelqu'un, on dit merde, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça m'arrivait un jour avec un prof français, il me dit merde avant de commencer ma présentation. J'ai dit mais attends, j'ai même pas commencé. Hein. Donc j'ai connu maintenant que ça veut dire quelque chose, que j'ai pas eu une mauvaise note, mais. Donc, voilà le sujet que l'équipe allemande m'a demandé de vous parler aujourd'hui. Donc, on va faire un focus sur le marché consommateur, évidemment. Donc, et le programme, c'est plus ou moins... je vais parler de mon expérience, comme disait Anthony, professionnelle. Et comme je suis un peu feignant, j'ai créé un alter ego pour le faire, au lieu de moi. Et aussi, j'ai un sujet assez facile et je vais vous montrer quelques photos et même un film animé pour faire l'explication un peu plus facile. Et aussi, on va parler du consommateur dans un premier temps et aussi comprendre pourquoi on a une fonction sensorielle. Et on va parler du stéréotype des consommateurs, de perception du goût. Et puis également, on va répondre à la question posée et faire un focus sur la perception de goût au point de l'acte d'achat de la part de la consommateur. Et finalement, on va prendre l'exemple du Royaume-Uni pour voir s'il y a un rapport entre perception de goût et la vente. Mais déjà, je vous présente mon alter ego. Il est assez modeste, il s'appelle Wine Superhero. Et mes collègues Masters of Wine sont assez sérieux, donc je voulais faire quelque chose un peu plus fun pour expliquer ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Those who dare to become wine heroes come in three distinct forms: the winemaker, the wine businessman, and the wine taster. But legend tells of an extraordinary individual who set about mastering all three arts, fusing them into the impossible. The wine superhero. On an epic journey of winemaking discovery, he earned degrees in winemaking and food science and perfected the ancient craft of winemaking, everywhere from Bordeaux to McLaren Vale. Forging an instinct for the wine business, our hero bested a food marketing MBA in Paris. He then assembled the wine range for one of the most renowned supermarkets in the UK, and in doing so, developed a heightened sense for the style of wine people like. But the greatest challenge, undoubtedly, was the masters of wine, requiring a near superhuman understanding of wine. The apprentice must pass 5 written exams, a 10,000-word thesis, and 36 blind wine tastings before they become the master. But master it he did, becoming one of just over 300 people on the planet to have achieved this feat. Wielding this rare fusion of talents, the wine superhero has made it his life's mission to save humanity from mediocre wine, one sip at a time. Donc voilà, ça explique un peu ce que j'ai fait. Donc plus ou moins, j'ai fait le VNIF en France, Espagne, aux États-Unis et beaucoup en Australie où j'ai été formé comme monologue. Et j'ai bossé pendant 5 ans chez Sainsbury's comme acheteur. Donc ça veut dire que j'étais obligé de comprendre notre consommateur et également les perceptions de goût ou les styles de vin qui les correspondent. Et depuis, j'ai travaillé en faisant plus ou moins de la vente. Donc j'ai fait le pont entre les acheteurs dans certains marchés et j'ai travaillé avec les équipes d'œnologie pour gérer le style, les assemblages, pour être sûr que ça correspond également aux marchés. Qualification de dégustation, j'ai passé réussi mon Masters of Wine 2013. Il y en a 300 dans le monde, il y a 3 Français qui l'ont fait. Et il y a 6% des gens qui réussissent avec cet examen, donc il y en a peu et c'est assez difficile comme examen. Donc tout ça m'a donné
à mon avis, j'espère une très bonne expérience des attentes sur les goûts attendus par les consommateurs sur quelques marchés, des fois assez divers en termes de ce qu'ils attendent. Ça m'a fait penser à pourquoi est-ce qu'on a une fonction sensorielle. En fait, les raisons sont assez basiques. C'est tout d'abord pour des raisons de survie. Cette fonction sensorielle nous a aidé à trouver les éléments essentiels pour vivre, comme le sel, pour retenir un équilibre dans le corps, les sucres, les acides amines pour trouver la protéine ou les glucides, pour nous donner l'énergie pour faire la chasse de lions ou les femmes. Mais également, il y a des choses très utiles avec ça, c'est d'éviter les choses amères qui peuvent être potentiellement toxiques. Et ça m'a fait penser, peut-être ça c'est pourquoi les consommateurs cherchent souvent les choses sucrées et aussi éviter les choses amères. Oh. Donc si nous regardons les composants de notre fonction sensorielle, Aude va expliquer ça beaucoup mieux dans un instant, mais les bases, c'est les choses comme l'apparence, si quelque chose sent bon ou pas, le goût et les principes amers, sucrés, salés, acides, et les choses plutôt tactiles de façon physique, les choses chaleureuses ou astringentes ou sèches. L'alcool et la rondeur d'un vin, ça compte plutôt vers les choses tactiles. Le sujet aujourd'hui, on va parler de perception du vin en bouche, donc c'est plutôt ici entre les deux, goût et les choses tactiles. Dans notre monde de vin, pour décrire les vins entre nous et aussi vers les consommateurs, on ajoute les mots comme flaveur. Et toute cette gamme de flaveurs, fruits, citron jusqu'à cassis, intensité ou concentration, le goût, toutes les choses tactiles, on ajoute les choses comme équilibre et l'arrière-goût aussi. Jory va nous challenger aussi dans un instant sur ces mots et les choses qu'on utilise pour décrire les vins. On sait aussi qu'au niveau de cette fonction sensorielle, celle-ci varie beaucoup en fonction des capacités des consommateurs. Donc, on trouve les consommateurs équivalents à Messi. C'est bien qu'on est dans un stade de football. Et aussi, ça c'est plutôt un rugbyman qui joue au football. Moi, je suis nul, donc c'est peut-être moi aussi. Et l'habilité ou la capacité des consommateurs, c'est souvent selon leur nombre de papiers sur la langue. Aude également va expliquer dans un peu plus de détails les autres choses qui jouent dans cette capacité, mais ça veut dire qu'il y a des gens équivalents au Messi et les autres beaucoup moins doués. Et on dit qu'il y a des consommateurs qu'on décrit comme super testers. Et à l'opposé, il y a les moins doués, les non-testers. Et les super testers sont beaucoup plus sensibles aux saveurs et aux choses tactiles. Et en revanche, les non-testers, ils ont besoin d'une puissance de goût pour les faire reconnaître la différence ou l'expérience d'un vin à l'autre. Et en termes de pourcentage de chaque groupe, il y a 25% qu'on considère comme super testers, 25% qu'on considère comme non-testers, et entre les deux, medium ou moyen testers, il y en a 50%. Les influences les plus importantes en dehors de notre physiologie et sûrement notre âge et notre contact avec l'alimentation et les boissons. Les jeunes souvent mangent une alimentation assez riche en sucre et des saveurs que je dirais assez simples. Les gens de moyen âge, pas de cheveux, un petit bide qui peut plus jouer au rugby, qui adore le canapé, un petit verre de vin. Donc, je me déprime, mais le bénéfice, c'est qu'on a déjà mangé plein de choses, on a expérimenté des boissons, les aliments différents. Et ça veut dire qu'on est beaucoup plus à l'aise avec les saveurs complexes et variées. Dans la vieillesse, j'ai beaucoup aimé cette photo-là.
ça va être moi à l'âge de 70 ans, mais dans la vieillesse, malheureusement, comme beaucoup de choses, on commence à perdre cette fonction sensorielle et on revient vers les choses sucrées, salées aussi. Donc l'âge influence énormément notre perception du vin en bouche. D'où on vient aussi, ça influence beaucoup ces perceptions. Notre histoire, nos expériences pendant notre vie, ça influence la façon qu'on réagit face au vin en bouche. Par exemple, vous les Français, avec votre amour de cuisses de grenouille, escargot, mais aussi les choses plutôt beurre, crème. Ça veut dire qu'évidemment, les vins avec un peu d'acidité ou un peu de tanin, ça vous convient très bien. Chez les Américains, hamburgers, et je dirais les flavors, les saveurs assez puissants, ils mettent beaucoup de sauce ou ils ajoutent des choses sur ce qu'ils mangent beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de quelque chose, je dirais, assez puissant pour boire avec. Les Suédois aussi, ils mangent beaucoup de poissons, tout ça, les choses plus frais. Et nous, les Irlandais, avec nos pommes de terre, par exemple, chez moi, le régime typique, c'est pommes de terre, quelque chose grillé avec les légumes. Donc, il n'y a pas beaucoup de variations en termes de flavor. Et boissons aussi, Guinness chez nous, la bière chez les Anglais, le vin chez vous, le saké chez les Japonais. Donc, nos origines sont aussi importantes dans ce débat. Et l'époque où nous sommes nés aussi, ça influence aussi notre perception de vin. Il y a 30 ans, j'imagine ici, on était assez limité aux normes culturelles de chaque pays, de ce qu'on mange. Mais aujourd'hui, on devient beaucoup plus flexible de ce qu'on mange et boire. Mes amis français aiment bien boire une petite Guinness, et c'est moi l'expert du vin, donc il y a plein de choses qui ont changé un peu. Je suis basé à Londres et donc tous les soirs, si je veux, je peux manger un truc italien ou français ou espagnol ou de tous les coins du monde. Donc on est beaucoup plus influencé aujourd'hui par tous les aliments et les boissons d'autres styles et d'autres cultures. Donc je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir si on tous mange et boire les mêmes choses? Est-ce que ça veut dire qu'on va réagir au vin en bouche dans la même façon? Mais pour le moment, à mon avis, il reste des stéréotypes culturels en termes de perception de vin en bouche. Les Américains aiment les goûts puissants, riches en corps, fruits mûrs concentrés, alcool élevé, une influence de bois assez marquée et des choses avec un côté sucrosité. Chez les Suédois aussi, eux, ils cherchent autre chose en fraîcheur, surtout avec des vins blancs. Vins rouges, ils aiment la richesse et alcool fort. Leur histoire avec l'alcool qui a été contrôlé par le gouvernement, ça veut dire qu'au rayon, les gens font tourner toutes les bouteilles de vin pour voir le plus puissant en termes d'alcool, parce qu'ils aiment bien l'effet d'alcool pour chaque bouteille. Et je dirais les fruits mûrs, style Ripasso, c'est très à la mode en ce moment là-bas. Donc, chez eux, je dirais une préférence vers les tanins souples. Chez les Anglais, on en parlera un peu plus dans un instant, mais c'est similaire aux Suédois, mais avec une acidité, je dirais, plus marquée. La plus grande enquête des consommateurs du vin qui n'a jamais été réalisée, c'était fait par Accolade Wines, avec une interview de 60 000 consommateurs, qui a permis de démontrer qu'il existait 8 groupes ou 8 types de consommateurs. Et dans cette étude, ils ont étudié la connaissance du vin des consommateurs, leur attitude par rapport à la consommation du vin et combien ils étaient prêts à payer, qui est important. Donc, ils ont trouvé ces 8 groupes ou types de consommateurs. Et par exemple, les newbies, 24% de ce marché, c'est les jeunes consommateurs qui viennent de commencer à boire en termes d'âge ou nouveau dans le secteur de vin. À l'autre côté, les experts qui comptent 5%. Strong prospects, ça veut dire les gens qui déjà s'intéressent vers le vin, ils veulent savoir un peu plus
Ils sont prêts à payer un peu plus aussi. Donc eux, au niveau des choses plutôt commerciales, sont très intéressants comme type de consommateur. Les routiners, on dit qu'ils boivent le vin assez souvent. J'ai pris les données sur les vins les plus vendus au Royaume-Uni pour voir, ça c'est le top 20, le top 20 de chaque vin blanc, vin rosé, vin rouge. Et, j'ai marqué les styles ou je dirais la perception du vin en goût pour chaque référence. Et on peut voir qu'il y a des styles différents, il y a des pays différents. Mais chez les vins blancs, je dirais que les plus importants, c'est les vins de Californie un peu. Et aussi les vins de Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande est très important, donc très aromatique. Et aussi Pinot Grigio d'Italie, ça marche très bien. Et puis il y a beaucoup des vins que je dirais qui sont assez fruités. Pour les rosés, c'est assez simple. Hein? Il y a beaucoup de vins d'eau dans le top 20. Et à l'opposé, il y a un vin très sec, Pinot Grigio blush, donc ça veut dire légèrement taché par un petit peu rosé. Donc c'est plus ou moins le même style qu'un rosé de Provence. Pour les vins rouges, on voit un peu plus de diversité là, mais il y a beaucoup de vins qui sont fruités, ou je dirais fruités, et au même temps doux ou sucrés. Et pour la première fois, on voit les vins boisés, mais il n'y en a que 2. Mais par contre, le vin qui se vend le mieux, c'est boisé. Au contraire, le reste des vins sont plus ou moins, je dirais, non boisés, donc frais. Ça manque une perception du goût en bouche du bois. Et si on prend les deux extrêmes de consommateurs, un newbie et l'expert, et focus sur ce qu'ils cherchent en termes de perception du vin en bouche, je dirais que les newbies cherchent surtout le vin avec un côté douceur, peu importe la provenance de cette douceur. Ils aiment le bois vanille, sûrement les vins sucrés, le fruit mûr et la texture. Et aussi, je dirais, une simplicité de palais, les saveurs nettes et assez pures. À l'opposé, ils n'aiment pas l'astringence, sécheresse et les saveurs salées ou savoureux. Ils n'aiment pas trop de complexité et d'âge, et en fait, ils aiment bien les vins jeunes. Et à mon avis, ils ne cherchent pas l'équilibre dans un sens classique. Fernando va nous expliquer ce qu'on appelle l'équilibre d'un vin de super bonne qualité et tout ça dans ce sens classique, mais ces consommateurs, c'est certes les nouveaux, ces règles qu'on impose sur ces consommateurs, ça ne les intéresse pas du tout. Ils cherchent autre chose et les règles comme l'équilibre correct. Donc en revanche, les experts sont beaucoup plus faciles à convaincre, plus ouverts pour essayer les nouveaux vins. Ils aiment les goûts et les sensations assez variées. Mais par contre, je dirais qu'ils n'aiment pas ou très peu la simplicité et les saveurs du style artificiel. Donc pour eux, c'est leur cauchemar de boire un vin rosé de Californie comme le White Zinfandel. Donc je dois expliquer White Zinfandel. Je me souviens que je suis en France, mais le White Zinfandel, c'est un vin rosé de Californie. C'est plus ou moins style rosé d'Anjou, mais sucre résiduel, c'est autour de 30 grammes. Degré alcool, c'est 10. Donc, la fermentation a été arrêtée autour de 30 grammes. Et dissolved CO2, c'est autour de 1000 ppm. Donc, c'est assez frais, bien sucré. Et ça se bu assez jeune. Donc, en gros, je dirais que les experts sont très ouverts à de nouvelles expériences. Donc, à mon avis, les vins qui fonctionnent dans ce marché, le mieux au niveau de la perception en bouche pour les consommateurs, je dirais anglo-saxons, à mon avis, sont des extrêmes de cette perception, soit extrêmement neutres comme le Pinot Grigio, soit extrêmement fruités comme les rouges d'Australie, ou soit extrêmement sucrés, White Zinfandel de Californie,
ou l'opposé, léger, frais, sec, rosé de Provence ou Pinot Grigio blanche. Et pour la plupart, ils sont des vins frais, non boisés, qui se vendent le mieux. Ou comme je disais, complètement le contraire, les vins boisés comme Rioja Reserva ou Grand Reserva. Et bien extrêmement aromatique, Sauvignon Blanc de Nouvelle-Zélande aussi marche très bien. On voit d'autres choses comme Prosecco qui marche très bien, qui est à l'opposé au style champagne. C'est crémeux, floral, doux et fruité aussi. Il y a des vins avec beaucoup de richesse et souplesse comme Malbec ou Primitivo. Et même maintenant, on voit les vins de Californie qui sont fruités, doux, et ils ont même ajouté les fruits artificiels pour les faire même plus fruités qui commencent. Donc, pour terminer et revoir ces consommateurs et les styles, donc je dirais que le White Zinfandel 7 rosé autour de 30 grammes, ça marche très bien pour les newbies, pour commencer dans notre monde de vin. C'est doux, les tanins sont presque pas, on ne les voit pas du tout. Et en revanche, les experts, eux, ils aiment bien l'équilibre dans le sens classique, les vins secs, un peu de tanin, un peu de sécheresse. Donc, ce voyage entre ici et vers les experts, il y a beaucoup de choses entre les deux qui marchent bien. Donc, il faut gérer ou faire le pont entre ces consommateurs nouveaux qui viennent d'essayer un vin et les aider un peu vers le voyage de devenir un expert. Il y a beaucoup de consommateurs qui restent ici pendant toute leur vie. Ils boivent le White Zinfandel sans cesse pendant 50 ans. C'est un peu déprimant, mais il y en a beaucoup qui commencent à apprendre et essayer d'autres choses et ils deviennent vers les experts ou strong prospects. Donc, nous sommes à Bordeaux et je suis sûr qu'on ne va pas faire un style White Zinfandel pour plaire aux newbies un peu. Mais ce qui est important pour vous, à mon avis, c'est de comprendre d'où venaient vos consommateurs qui peut-être vont venir ici. J'imagine que les experts, c'est les experts qui vont aimer Bordeaux. Mais c'est super utile de comprendre la mentalité de ces consommateurs et d'où ils venaient avant d'essayer un vin Bordeaux. Parce qu'il faut faire le pont de style perception de goût entre ça et essayer un Bordeaux supérieur ou Margaux ou Saint-Emilion, tout ça. Donc, ça, c'est utile à comprendre, à mon avis. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je suis là si vous voulez me poser des questions plus tard. Mais merci et j'espère que vous avez trouvé ça utile. Oui, j'ai pas dit pendant ma présentation, mais les experts, tout est relatif. Je crois que 60% de ces consommateurs experts, entre guillemets, ils ne savaient même pas que Chablis était fait avec le cépage Chardonnay. Donc, même si on les appelle experts dans notre monde, ils ne sont pas du tout experts. Mais quand même, comme je disais avant, de voir ces chiffres sur les vins classiques ou assez chers, c'est difficile. Mais moi, je dirais sur la grande surface, dès qu'on dépasse 10 points chez nous, les consommateurs reviennent sur les vins classiques. Donc, c'est très difficile au Royaume-Uni de faire vendre les vins à 15 livres sterling d'Australie ou de Chili. Les gens, quand même, reviennent sur les vins classiques sur la grande surface. À part ça, il y a les magasins comme Majestic ou les petits indépendants qui font vendre les vins assez chers. Moi, je dirais, c'est un peu comme j'ai expliqué pendant la présentation, les consommateurs venaient d'un monde où ils ont commencé avec les vins doux, un peu avec beaucoup de texture. Donc, même avec ces vins qui coûtent assez cher, moi, je dirais qu'ils cherchent quelque chose de net, des fois jeune. À mon avis, on a arrêté de garder les vins et acheter les vins de garde. On aime bien d'acheter les vins assez chers, mais on veut les boire directement. Donc, on cherche quelque chose d'immédiat. Donc, plus ou moins au niveau de style, on va vers la tendance des choses plus jeunes, nettes,
avec un peu de texture. On a beaucoup arrêté de voir les choses très, très savoureuses, IGA, avec beaucoup de sécheresse, je dirais.